Le second exposant est le journaliste et historien Hervé de Guigne. Hervé de Guigne est un ancien responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières et il était en charge notamment du Rwanda de 1993 à 1997. Auparavant, il était journaliste pour Libération, puis un journaliste indépendant. Il est aujourd'hui éditeur pour le groupe Prisma Presse et pour les éditions Michelin. Il continue à collaborer régulièrement avec Reporters sans frontières. En parallèle, il poursuit des recherches d'historien et c'est dans ce cadre qu'il est ici pour parler sur Ferdinand Nahimana. Il fait des recherches sur Ferdinand Nahimana, c'est ça. Oui, alors je ne suis pas expert sur le Rwanda. Je suis éditeur, je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec le Rwanda, mais effectivement, j'étais entre 1993 et 1997 responsable du bureau Afrique à Reporters sans frontières, et à ce titre, je m'occupais du Rwanda. C'est un pays où je suis allé très souvent, en 1993, 94, 95, et depuis, la dernière fois c'était il y a un an, que donc j'ai pu fréquenter dans différents contextes et auxquels je me suis attaché comme tous ceux qui sont allés dans ce pays. Je m'y suis... pourquoi je me suis intéressé à Nahimana? C'est une longue histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais un travail de recherche? Pourquoi je suis en train de terminer une biographie de Ferdinand Nahimana. Avant de parler du livre du Nahimana, je vais peut-être vous expliquer l'histoire de cette biographie parce qu'elle est assez intéressante. Lorsque j'étais à Reporters sans frontières en 93, ma première mission au Rwanda, tout à fait par hasard, a eu lieu au mois de juillet. Et au mois de juillet, justement, c'était le lancement de RTLM. Juste avant de monter dans l'avion, je ne connaissais rien du tout au Rwanda. Je n'étais jamais allé, je ne comprenais pas. Donc pour me documenter, j'étais allé à la FNAC à Paris. J'avais acheté un livre sur le Rwanda. Et quand je suis arrivé à Kigali, Labi Sibomana, qui était le correspondant de Reporters sans frontières au Rwanda, est venu m'accueillir. Et j'ai cru lui faire plaisir en lui offrant le livre que je venais d'acheter à la FNAC, qui venait de sortir. Et c'était le livre de Nahimana. Pure coïncidence. Il l'a pris, il l'a regardé, il m'a dit « Ah, Nahimana ». Il a froncé les sourcils. Je lui ai dit « Bon, mais tu le connais, tu sais qui c'est ?» Il n'a pas répondu. Bon, il savait très bien que je ne connaissais pas assez, que ça aurait été une trop longue explication. Donc ça m'a même intéressé très vite au sujet, d'autant que RTLM venait d'être lancé, donc nous en avons discuté. Et rapidement, vous le savez, et surtout à partir du mois d'octobre 93, après le coup d'État au Burundi, la position éditoriale de RTLM, alors Maître Bijou Duval qui est à mes côtés sera peut-être pas de cette opinion, et j'accepte de jouer à cette table le rôle du méchant, mais notre analyse à Reporters sans frontières, c'est que cette radio s'est radicalisée à partir du mois d'octobre 1993, pas autant qu'elle l'a fait après le 6 avril, mais elle a eu un discours plus dur. Mon propos ici n'est pas de porter des jugements moraux, savoir si c'était bien ou pas, opportun ou pas. J'essaie d'analyser en tant qu'historien, de rapporter des faits, de comprendre comment les choses se sont mises en place. Donc pour cette raison, on a commencé à suivre le travail de RTLM et de Nahimana. Et évidemment, les choses se sont accélérées à partir de 1994. Et à partir du mois de mai, Reporters sans frontières a essayé d'agir de deux manières contre RTLM et contre Nahimana. Première étape, nous avons essayé de mettre en place des poursuites judiciaires contre RTLM pour obtenir la fermeture de cette radio qui incitait à la haine ethnique et au massacre par le biais de différents appels dans des commissions de l'ONU. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et deuxièmement, un petit peu plus tard, en réalité au mois d'août 1994, en déposant une plainte contre Ferdinand Nahimana et d'autres personnes, à une époque où évidemment personne ne savait si l'affaire était terminée ou si la guerre allait continuer. Et le deuxième moyen d'action, nous avions à l'époque construit des radios, des stations de radio mobiles, très compactes, très discrètes, stockées dans des valises si vous préférez. Notre but était de les envoyer en Bosnie. Je m'occupais également de la Yougoslavie à ce moment-là. Vous savez que la situation était catastrophique dans les Balkans. Il y avait des poches musulmanes dans des territoires occupés par les Serbes, et l'un de nos objectifs était d'aller dans ces poches apporter des stations de radio permettant
aux Bosniaques de communiquer malgré les barrages montés par les Serbes. Bon, la guerre a évolué très rapidement. Finalement, les Serbes se sont emparés de tout le territoire. On n'a jamais pu installer ces radios. Mais ces radios, on les avait chez nous, dans nos bureaux. Donc on s'est dit, bien, on va les réutiliser. Au Rwanda, on va les mettre en place, des radios de contre-propagande pour contrebalancer la propagande de RTLM. Et le temps d'amener le matériel sur place, vous savez que les choses se sont passées très vite, hein, ça a duré 2 mois et demi. Le front a évolué de telle manière qu'il n'a pas été possible de mettre en place ces radios. Et finalement, je vais faire courte une longue histoire, je me suis retrouvé à Goma en juillet 1994, en même temps que l'arrivée des réfugiés, avec une station radio. Et nous avons mis en place une station à Goma, une station à Bukavu, radio qui par la suite a pris le nom de radio Akatashia, et vous connaissez cette histoire. Mais au départ, c'était une radio de contre-propagande, qui n'a jamais fait de contre-propagande et qui a fait, dans les camps de Goma, très rapidement de l'information pour les réfugiés, puisque l'urgence, c'était d'expliquer aux gens où trouver de l'eau, où trouver des médicaments, où trouver de la nourriture, éventuellement permettre aux familles de se rassembler. D'ailleurs, tout à fait anecdotiquement, à ce moment-là, puisque la radio, on ne l'a fait jamais seule, il fallait recruter des collaborateurs locaux, et j'ai vu défiler dans le bureau, si je peux appeler ça un bureau, c'était plutôt un baraquement, dans la ville de Goma, à peu près tout le personnel de RTLM qui venait me déposer son CV et me proposer de collaborer. Donc pour moi, c'était une situation un peu embarrassante, puisque ce n'était pas vraiment le personnel que j'aurais aimé recruter. Tout ceci pour vous dire l'intérêt tout à fait accidentel que j'ai eu pour Naïmana. Et à partir de 94, de la rentrée 94, donc j'ai continué de collecter des informations pour comprendre ce qui s'était passé avec RTLM et quel avait été le rôle de Naïmana. Là-dessus, encore une fois, je vais essayer d'être bref. J'ai rassemblé beaucoup de documents ramassés par hasard à Kigali en différents contextes, et je les ai apportés au TPIR, qui venait d'être constitué, dont je me souviens, c'était en 95 ou en 96. Je suis allé à Kigali, j'ai apporté une liasse de photocopies, de documents, toutes sortes, des lettres, etc., pour expliquer qui était Naïmana, en me disant, mais on ne peut pas laisser cette personne comme ça dans la nature, il faut quand même qu'elle soit arrêtée, jugée, qu'il y ait un procès, qu'on tire au clair son rôle dans ce génocide. Bon. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je donnais les documents au TPIR que ces documents disparaissaient. Pas pour les cacher, mais simplement par négligence. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que le temps passait qu'en fait les enquêtes du TPIR étaient particulièrement bâclées, faites d'approximations, avec des personnes très peu compétentes. Je citerai une seule anecdote, ça devait être, si ma mémoire est bonne, en 98. Je reçois un jour un coup de téléphone au mois de décembre d'un enquêteur ou d'une enquêtrice, peu importe, du TPIR, je ne donnerai pas de nom, qui me dit « Ah, on vient à Paris pour l'enquête sur Naïmana, on voudrait vous rencontrer et discuter avec vous, etc. » Je dis « Écoutez, je n'ai plus rien à dire, je vous ai dit tout ce que je savais, je vous ai amené déjà 3-4 fois tous les documents, je vois pas... Si, c'est important qu'on se rencontre, etc. » Bon, les personnes arrivent, je les reçois dans mon bureau, il y en avait 3, on commence à discuter, je m'aperçois qu'elles n'avaient absolument pas préparé cet entretien, qu'elles n'avaient prévu qu'un seul entretien avec moi et rien d'autre. Vous déplacez quand même 3 responsables des Nations Unies à Paris, à l'hôtel, etc., et qu'en fait, il y avait des tas de témoins interrogés à Paris. Mais en réalité, cette équipe d'enquêteurs du TPIR était venue faire du shopping au moment de Noël. C'était la seule raison de cette mission à Paris. Alors là, j'ai été vraiment scandalisé, et je me suis dit, mais si ce sont ça les enquêteurs devenus, ce travail sur Naïmana n'avancera jamais, n'aboutira jamais, on ne connaîtra jamais la vérité. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir approfondir le sujet, à travailler sur la question, et à essayer de sonder toutes les sources accessibles. Voilà pour l'intérêt. Où j'en suis actuellement, j'en suis sur le point de terminer cette biographie, mais ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je répète ça à mon éditeur, donc il ne me croit plus. J'espère quand même que j'arrive à la fin.